great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, cette émission 86, on se rapproche dangereusement de la centaine. Ça glisse, là, ça glisse. Ouais, ne glissons pas trop vite quand même. Hein. Vous avez entendu déjà donc la partie de la bande la plus imposante. Monsieur Rémi, vas-tu bien? Mais oui, très bien, très heureux de vous retrouver. Bon, à côté, Jay, en forme, dans ça les va boutons. Très bien. Merci. Ouais, ça... Bonjour à toutes et tous. Voilà. Et on continue nos crossovers avec nos merveilleuses émissions de la radioactive. Cette fois, on a invité... Qu'est-ce que tu nous fais, toi, Tata? C'est les micros, il faut... Voilà. On a invité les durs à cuire, enfin, du moins une partie. Audrey, Elsa et Opal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. Merci à toi. Les durs à cuire. Queer, Oui, très important. J'ai senti que... On peut cuire aussi. Voilà, non mais il manquait un bout de cul. Alors, là, on peut en faire. On en revient toujours à ça. On en reviendra. On reviendra sur le bout de cul qui manque. Voilà. Donc, on va présenter votre émission, votre connaissance du monde de la BD, comics, manga. On a vu que vous êtes arrivé quand même un peu équipé en termes de BD. On a fait nos devoirs. Ouais, vous avez fait vos Bravo. devoirs. D'accord. On aura comme programme de l'émission un grand classique maintenant, le portrait varois de Rémi, qui se penchera sur vous, mesdames. Donc attention, parce qu'il n'est pas toujours très léger. J'essaie de perdre du poids, mais... Ouais, voilà, pas assez frais pour l'instant. je préfère prévenir C'est les gentil, gens. ouais. Hein, c'est gentil. Ensuite, on se penchera vraiment sur votre émission, donc les durs à cuire. J'ai bon. Super, nickel. Parfait. Et enfin, on passera sur un dossier, la représentation LGBTQIA+. Eh oui. J'ai toujours Bravo, peur d'en bravo. oublier une lettre, hein, je suis désolé. Dans le 9e art. Donc, on a, je pense, beaucoup à dire là-dessus. Et on finira en douceur par le quiz BD Queer de Jay. Voilà. Donc, écoutez, on va pas attendre plus que ça. Je sens que Rémi est impatient. Ah, moi, je suis au taquet, là. Ouais, voilà. Tu vois, Allez, vous on y avez va, senti les gars, on y va. le niveau sonore, là, qui est pas le même. Ouais. Donc, un petit jingle et on attaque tout de suite le portrait varois. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Alors, Audrey, Elsa et Opal, je vais faire votre portrait varois. En quoi ça consiste? Je vais vous poser des questions assez courtes, parfois ouvertes et parfois fermées. Je vais vous demander une justification, là aussi très courte, pour apprendre à vous connaître. Et on va faire à chaque fois dans le même ordre, Audrey, Elsa, Opal. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Ça vous va? Tout à fait. Ça nous va. Même si on aime bien les surprises, mais Elles sont pour plus tard. tu n'es pas très rassurante. Non, mais il faut pas. Et n'oubliez pas, dans vos réponses, si aucune des réponses ne figure parmi dans la question, n'hésitez pas à vous donner la vôtre, ok? Audrey, est-ce que tu lis plutôt du texte ou de l'illustré? Plutôt du texte, mais Ouais. j'aime beaucoup l'illustrer aussi. Les deux, ok. Alors moi, plutôt du texte avant, et puis là, je passe plutôt à l'illustré. Très rapidement, pourquoi tu passes sur de l'illustré? Parce qu'il y a de plus en plus d'adaptations de grands romans qui sortent en illustré, et donc qui sont plus légers quand on a moins de temps. C'est mieux. De qualité surtout. Oui, et de qualité, oui, la qualité. Opal? Eh ben c'est un peu les deux, parce que du coup je lis quand même pas mal, et d'un autre côté je lis beaucoup de manhwa, de manga, de trucs comme ça. Alors pas toujours en papier, mais on se débrouille comme on peut, donc en fait j'ai un peu vraiment les deux. Un peu les deux, c'est bien. Tintin ou Astérix? Ou un autre? Lucky Luke. Lucky Luke marche très bien aussi. Moi, je serais plutôt Astérix quand même. Astérix, ouais. Ouais. Le Kutuno, oui. Ah donc. du coup. Mais ça fait partie aussi des réponses d'avoir une non-réponse. Première lecture coup de cœur. Et à la fois, donc ça peut être de l'illustré, ça peut être du texte, ça peut être un article, enfin n'importe quoi. Les Sacrés Mystères de Jade. Okay, C'est un livre plutôt spirituel, philosophique, et la vie est vue du point de vue d'une enfant
qui en fait, à chaque fois qu'elle s'exprime, laisse les adultes plutôt quoi, et elle a beaucoup d'intelligence dans sa manière de vivre la vie qui est instantanée, ce que nous, en tant qu'adultes, on peut oublier. Ok. Elsa? Alors moi, c'était il y a très longtemps et c'était sur du Shakespeare. Mes premières lectures coup de cœur. Ah ouais, je commence fort. Hein. Ouais, On peut peut-être pour les classiques. Là. Oui, en fait, j'ai grandi, j'ai construit mon romantisme avec Shakespeare. Alors c'est pas toujours facile, hein, je vous l'avoue. je l'avoue, c'est pas toujours évident, mais j'aimais bien en fait ces grandes histoires passionnées. Voilà, donc plutôt Shakespeare, Hamlet. On va faire prochaines émissions en alexandrin ou pas alors? On peut, oui, tout à fait. Vraiment. Ça va être un bon en anglais. Et en anglais, c'est clair. Opal, ta première lecture coup de cœur? C'était une histoire dans les J'aime lire. Donc dans les sagas de livres J'aime lire, donc quand j'avais 11 ans concrètement. C'est de là que vient mon prénom d'ailleurs. C'était l'héroïne d'où provient mon prénom. Et du coup, c'était dessiné en plus d'être un peu... Donc c'était vraiment un peu roman graphique et c'était en 2 tomes. Donc c'était une héroïne qui... C'était, oui, très standard dans le monomythe du héros. Elle découvre quelque chose, elle est obligée de partir à l'aventure, tout ça. Donc, le shonen. C'est ça. Un peu shonen spirit en un sens, oui. Une lecture incontournable que vous conseillez quasiment à chaque fois. Et là encore, peu importe le support, peu importe le genre et le thème. Alors, je dirais La Consolante d'Anna Gavalda, qui est un livre profondément bouleversant. Tu sais pas où ça t'amène. Et en fait, tu vas autant rire que pleurer. Et au bout d'un moment, tu te retrouves très vite plongé dans l'histoire sans savoir comment et pourquoi tu l'as commencé. Voilà. Ok. Elsa? Alors pour moi, ça serait Marjane Satrapi, Poulet aux prunes. Voilà, ça a été d'ailleurs adapté au cinéma et c'est pour moi c'est un livre qui regroupe en fait tellement de thématiques en une, et ça c'est fait d'une manière hyper poétique et dans un lieu en fait où l'expression est pas toujours si facile. Qui avait fait Femme Vie Liberté, je crois. C'est ça? Oui. Oui. Opal. Les anciens flûtes glaciales qui avaient une... Ça dénote à chaque fois, hein, c'est bien. Mais c'est bien, hein. Qui avait un côté contestataire et vraiment un peu justement contre-culture. Moi, c'est vraiment mes parents qui les avaient, donc je les ai récupérés. Je les ai tous lus et donc c'est aussi pour ça qu'au niveau de la bande dessinée, j'ai eu pas mal de connaissances cette là-dessus. culture-là, Et ça faisait aussi tout ce qui était cinéma, ça allait chercher pas mal loin. Donc je ne serais pas capable de ressortir tout ce que j'ai lu, mais du coup c'était quand même quelque chose d'hyper enrichissant, et sur les derniers que j'ai lus, ça a un peu perdu. Ouais, c'est un peu perdu de sa valeur. Voilà, pour ne pas le dire autrement. Ouais. Audrey, cinéma ou série télé? Beaucoup série télé. Je trouve que c'est un médium qui permet d'aborder beaucoup de sujets. Ok, parfait. Alors tu vois là, la justification parfaite. Merci. C'est la bonne longueur, super. Tu veux pas venir donner des cours à certains de nos invités parce que des fois... Elsa. Ah non, moi carrément cinéma. Cinéma parce que série télé, pour moi c'est trop addictif. Quand tu commences... quand je commence, j'arrive pas à décrocher et du coup j'ai pas le temps. Et après, il y a aussi quelque chose dans le cinéma de l'ordre du travail de l'image qui est plus centré sur un moment très court justement et très intense. Voilà. Ok. Opal? C'est un peu les 2 réponses précédentes, parce que autant j'ai eu des films qui m'ont absolument transcendé, qui sont absolument géniaux, et effectivement il y a des fois un travail, comme ils sont obligés de condenser, absolument précis et pertinent, et en même temps il y a des séries qui permettent d'élaborer des sujets de manière plus dense, plus profonde, bien sûr. De laisser vivre le personnage, etc. C'est ça. Que ce soit dans vos lectures ou ce que vous regardez, est-ce que vous êtes plutôt VO ou VF? Donc version originale ou version française? Beaucoup, merci. C'est sympa de traduire parce que j'avais pas du tout la lecture. Mais je me mets à la place de celle t'as pas l'habitude, mais nous on a des auditeurs, donc on leur parle dessus. Attends Audrey, après on va leur sortir LGBTQIA+. Ok, d'accord, on se venge après. Vois-le comme ça. Moi je pensais qu'on était dans la bienveillance aujourd'hui. Non, absolument pas. VO, parce que je trouve que dès qu'on passe sur la VF, en fait, on perd de la réalité du personnage. C'est et je vois de plus en plus de VF qui perdent le contenu du texte, je trouve. C'est de plus en plus policé et du coup, c'est de moins en moins entendable, en tout cas pour moi. Ok. Eh ben moi pareil, VO. Alors par contre, je regarde beaucoup de films français en réalité, donc voilà. Le problème ne se pose pas. Mais par contre, je parle couramment plusieurs langues et donc c'est vrai que j'ai pas. Voilà, pour moi c'est pareil de regarder dans une langue ou l'autre. Qu'est-ce que tu parles comme langue? Italien, espagnol, anglais et français. Ok. VO aussi.
VO aussi. Là, il n'y a pas de question. J'ai pourtant grandi avec les films dans les années 90 où la VF était quand même bien travaillée, qui donnait parfois un cachet, parfois supplémentaire d'ailleurs. J'avoue que les Die Hard en français, le 3e, je l'ai en tête, comme les L'arme fatale. Mais pour autant, maintenant, je préfère largement regarder la VO parce que les acteurs s'embêtent à faire des voix, à travailler leur voix, à travailler une façon de parler. C'est dommage de passer à côté de ça. C'est très vrai. Un ou une militante LGBTQIA+. Ah ouais, alors... une figure qui vous a marqué, que ce soit contemporain ou avant. Alors pour le coup, elle n'est pas du tout LGBTQIA+. Moi, c'est Aung San Suu Kyi, donc, qui a fait bouger la politique birmane, tout simplement. Et je trouve que la façon qu'elle a eu de l'incarner à travers cette douceur et la paix face à une violence inouïe était très forte. D'accord. Il y a d'ailleurs un film sur sa vie. Il y a un film sur sa vie qui ne retrace pas forcément, qui est assez léger par rapport à la réalité. Et ce que ça lui a coûté. Ce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté sa vie, ça lui a coûté ses enfants, son mari qui sont morts pendant qu'elle était assignée à résidence. Voilà. Donc prix Nobel de la paix accessoirement. En passant. Voilà. Débrouille-toi pour passer derrière. Vas-y, on te regarde. Elsa me découvre à travers l'émission. Non, alors moi, ça serait pareil, c'est pas forcément totalement LGBT, mais c'est deux grandes femmes, Simone Veil et Christiane Taubira. Il faut quand même parler du mariage pour tous en France, qui a été un tournant pour nos droits. Donc, ça a été des luttes. Et puis, Simone Veil, parce qu'elle a quand même ouvert la voie du militantisme des minorités, enfin des majorités, puisque les femmes sont majoritaires. Donc pas des minorités. Ouais, oui, bien sûr. On a appris à se souvenir qu'elles étaient majoritaires. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est deux grandes femmes. Ok. Opal. Moi, je vais faire dans l'originalité LGBT, Marsha P. Johnson. Ok, alors désolé, qui est je ne Donc la Pride s'origine en fait dans une révolte qu'il y a eu donc aux États-Unis en 69, où les figures de lutte qui ont été historiquement reconnues, c'est Marsha P. Johnson et son amie Sylvia Rivera, qui étaient des femmes trans racisées et qui du coup ont animé les luttes pour obtenir des droits, pour tout ça, pour organiser. Donc ça a été des émeutes, des révoltes qui ont été extrêmement violentes et répressives, bien évidemment. Racisées, trans. Wow. Ça s'appelle l'intersectionnalité. Si vous voulez savoir ce que c'est, on vous invite à écouter notre prochaine émission. On sait que c'est sur ce thème. Venir écouter le podcast du coup. Est incroyable. Venir écouter le podcast de l'émission du coup qu'il y aura eu avant. Parce que ce sera diffusé du coup samedi dernier, on a dit. Oui, samedi prochain, pardon. Moi et la temporalité, vous avez compris. D'accord. Mais c'était bien de le placer à ce moment-là. Un groupe de musique ou un artiste préféré? Il y en a tellement. Ah oui, même en faut un. Alors, du coup, je te dirais Suzanne. Ok, qui fait quoi? La musique. Alors, artiste française qui a récemment sorti Je t'accuse, qui a été une chanson qui est sur les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Et qui a porté son propre message et son propre vécu, qui en fait a touché toutes les femmes et des hommes aussi, puisque c'est pas réservé qu'aux femmes. Et sa chanson... Pas comme ça. Ah bon? Pas de cette manière-là. De cette manière-là, t'as pas envie. Non. Surtout et du coup, pas. La façon dont le message est porté est très très fort. Voilà. Ok. Donc, Elsa? Moi perso, c'est Asaf Avidan. Oui. Alors c'est pour tout plein de raisons. Déjà, j'aime beaucoup sa personnalité, justement, qui est toujours qui est un peu queer et un peu voilà. Et puis question musicalité aussi. C'est un musicien. Enfin, moi j'ai vu ses concerts. Voilà. Tu l'as vu en concert? Oui, je l'ai vu en concert et pour moi c'est chance. extraordinaire. Okay. Extraordinaire. Alors moi je suis musicienne aussi et du coup c'est important pour moi le travail des instruments et c'est un chanteur qui est vraiment complet. Ouais. Ok. Opal? Théa. D'accord, qui commence à avoir quand même pas mal de renommée. La musique, il me semble, ça s'ancre dans de l'hyper-pop, mais ça va chercher des références et des styles vraiment de partout. Donc c'est très vivant, très électro et très parfois indus, justement, et c'est
comment on décrit ça ? C'est un ami à moi qui m'a décrit. Ah, mais t'écoutes ça, oui. Ah, t'aimes bien les musiques de l'urgence à vivre, quelque part. D'accord. Donc, et en ce moment, j'écoute à peu de choses près que ça. D'accord, t'es dans l'urgence en ce moment. Un peu. Ok, bah bien. Si je peux faire un petit rattrapage, Bien sûr. je veux juste rajouter Damien Saez parce que là c'est vraiment le top. Enfin, pour moi, c'est version The française. One, voilà, en version française. À l'époque. D'accord. Damien Ok. Saez. Il a mal tourné, lui aussi. Hein. Ses dernières takes, un peu d'accord avec, Ces dernières takes. avec Opal, mais bon. Voilà, mais merci pour ce écoutez, portrait varois. On Merci a à toi. déjà une première idée de nos invités. On va passer un peu plus dans le vif du sujet en se penchant sur votre émission et tout ce que vous y abordez. Mais on va faire une première pause musicale. Alors, ça vient de Birds of Prey. Le film, c'est Boss Pitch et c'est Doja Cat. Doja Cat, exactement. Je vois que tu maîtrises aussi bien l'anglais que moi. Mike Taylor is rich et Brian in the kitchen. Pareil. Let's go. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. Vous êtes de retour dans la bande des comics, on est avec l'émission Les Durs à Cuire et on va se pencher donc justement sur votre travail à la radio, enfin votre amusement à la radio, l'intérêt, parce que ça fait que maintenant un an que vous êtes... Un peu plus Un d'un petit peu an. plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et je vais laisser la main à Monsieur Rémi, comme d'habitude, et il va vous présenter tout ça. Du coup, on va apprendre à vous connaître un petit peu plus sur votre émission, mais aussi vos actions, tout ce que vous faites dans la radio et aussi en dehors. Du coup, j'aimerais que vous présentiez chaque membre, s'il y a Albin qui n'est pas là, c'est ça ? Ouais. Mais du coup, ce que vous faites, comment et pourquoi vous êtes arrivé à une émission de radio ? Alors, sur la genèse, peut-être Ouais, que je te laisse. Ouais, bien on sûr. peut commencer par ça. on peut commencer par ça. La genèse, c'est que donc nous, on est, enfin moi, je représente le collectif Fierté Toulon. C'est une association qui organise, donc vous aurez compris, la marche des fiertés, et qui, dans son fonctionnement, travaille avec des partenaires qui sont toutes les autres associations LGBT, voire alliées, etc. de la région. Et donc l'année dernière, pour la dernière marche, ou la marche d'avant d'ailleurs, peut-être même, oui, la marche d'avant, la marche 2024. Non, c'est 2025. Ouais, c'est Non, mais C'est on a pendant- commencé en 2025, mais c'était pour la marche 2024. J'ai été invitée chez Radioactive pour parler de la marche des fiertés, ok, justement. Et à cette époque-là, on n'avait pas d'émission de radio. Et puis, en parlant avec Marc, il m'a dit ça serait bien quand même qu'il y ait cette thématique, et on n'en parle pas souvent, etc. Donc voilà, après le temps de monter une équipe, on a le temps de trouver aussi quelqu'un qui puisse nous faire la technique. Alors moi j'ai appris en même temps qu'on commençait l'émission. J'ai ça. fait des baptêmes du feu, clairement. Du coup, c'est toi Audrey qui fait la technique. Effectivement, je Ok. fais la technique et du coup je co-anime aussi avec une rubrique découverte musicale, du D'accord. coup d'artistes LGBTQIA+. Et c'est on a tous appris sur le tas. Et des fois, c'était un petit peu de pression. Voilà, Oui, quand, mais c'est comme ça qu'on au début. c'est comme ça qu'on Surtout apprend. au début. Oui, parce que vous êtes lancé tout de suite en live. C'est ça. Et donc voilà, on a créé cette émission Les Durs à Queer. Et l'idée, c'est effectivement déjà de donner la parole à toutes les associations et d'avoir cet espace de visibilité en plus dans la région. Et puis, effectivement, de porter tous les événements et puis de parler des thématiques. Voilà, ça peut, plus on a de visibilité et plus on sait qu'il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de certains renseignements. Voilà, donc porter toutes les thématiques importante pour la communauté LGBT. Et du coup, vous vous connaissiez avant l'émission ? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez en gros ? Ça fait à peu près 2 ans. Ça va faire ouais. 2 ans maintenant, effectivement. Alors, pour ma part, du coup, je fais aussi partie de l'association Bouillotte Club. Oui. Donc, on a également plusieurs émissions chez Radioactive. Et l'envie était de participer aux réunions de la Marche des Fiertés pour pouvoir participer et proposer d'être là. Donc, en tant qu'allié, puisqu'on n'est pas une association LGBT, même si parmi l'association, il y a des membres qui le sont. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que la première marche s'est faite et que l'idée est née puisque Elsa l'a proposée pendant une réunion. D'accord.
Oui, Opal, vas-y. Moi, du coup, j'étais bénévole dans l'association Transmission VAR, donc, qui accueille, accompagne et soutient les personnes trans, intersexes et non-binaires, ainsi que leurs proches, pour les transitions et essayer de comprendre et tout ce qui... Ça me parle, je crois qu'on va sortir bientôt à Charlemagne, je crois. Oui. Voilà. Oui. On y est bientôt. Même le dimanche, tu vois, je bosse, c'est quand même pas possible. Vas-y, je t'en prie. Au moins le dimanche, tu bosses. Ouais, je payais double. Vas-y, je t'en prie. Et du coup, j'avais rejoint, donc c'était pour la marche de 2024, en tant que bénévole, j'avais rejoint Transmission. On m'a dit, le CFT a besoin pour aider à monter le village, à organiser la marche, à faire le service d'ordre, tout ça. Donc c'est là où j'avais commencé à rencontrer un peu tout le monde. Et du coup, j'avais du temps, donc je pouvais faire du bénévolat et je participais aux réunions d'organisation de la marche. Donc ça fait qu'on a rencontré, l'idée a été proposée, je suis allé à la première réunion en me disant je vais voir, je vais rester derrière, au pire je fais des recherches, je passe ces trucs, je suis devant, je fais quand même les recherches, mais je reste devant. Au niveau local mais aussi national, la marche des fiertés, ça c'est en place depuis quand ? Alors, la marche des fiertés, dans le Var, là, on est en train de faire la 7e cette année. Okay. Donc, ça fait 7 ans. C'est pas beaucoup. Hein. Vraiment, c'est miniature. Et la première n'était pas complètement officielle. Oui, c'est ça. Il y a des personnes du Var qui ne sont pas encore au courant qu'on a une marche des fiertés. Hein, à Toulon. J'ai pu constater ça cette semaine. On a dit, mais il y a une marche. Il va falloir bosser la com. Hein. Du coup, c'est à quelle date pour rappel ? Cette année, c'est le 13 juin. Okay. Et on a une grande quinzaine des fiertés qui commence à partir du 29 mai avec soirée d'ouverture sur la place de Équerre. Mais du coup, ça fait 7 ans. Et effectivement, les premières, c'était des rassemblements sur la place de la Liberté. Il n'y avait pas d'association. Il n'y avait pas d'autorisation non plus. Ouais, c'était les premières associations qui se rassemblaient. C'est ça. Et puis après, ça s'est structuré. Il y a eu un collectif qui s'est créé. Puis après, derrière le collectif, il s'est monté en association. Et maintenant, on est un peu plus organisé et du coup on a une manifestation avec 4000 personnes, 3 chars, on a une belle manifestation. Bref, on évolue dans le bon sens. C'est ça. Ok. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Je vis ça tellement bien. Je continue sur l'association. Est-ce que le besoin de se structurer était une évidence ? Est-ce que c'est un besoin que vous avez récupéré d'autres associations ? Est-ce que c'est une cause nationale que vous avez adoptée d'être en association pour avoir un cadre légal ? Alors, au niveau du CFT, c'était une évidence parce que, comme vous savez, les associations, elles vivent grâce aux subventions. Et donc, quand on a commencé à faire grandir en fait la marche, effectivement, au niveau moyen, puis on nous demande quand même beaucoup de moyens pour sécuriser. Le village est fermé, on a un service d'ordre. Voilà, c'est quand même une manifestation militante qui peut être, même si ça se passe très bien en général chez nous. Si vous voulez, on vous prête généralement toujours un match en même temps d'ailleurs. Oui. On fait un appel. Chez moi, j'ai un brassard. T'as le brassard, t'as le gabarit, on vous laisse Rémi. encore dedans, donc. On cherche tout le temps des bénévoles, de toute façon. Donc le message est passé. Donc pour du service d'ordre, pour nous aider. Donc voilà, oui, c'était une volonté. Puis il y avait aussi une volonté militante, bien sûr, parce que la marche des fiertés, comme a dit Opal tout à l'heure, la première c'était une révolte, et donc ça part de Stonewall. Et donc il faut se rappeler que même si on fait la fête, parce que c'est une fête, mais on fait la fête parce qu'on a des messages à faire passer et des messages importants. Là, je pense que les associations militantes comme Transmission ou comme SOS ou comme toutes les associations qui sont dans le Var, elles peuvent en parler. C'est leur boulot d'ailleurs d'en parler. Et nous, on est là en fait pour ce jour-là dire il y a encore du boulot à faire, il y a encore des choses à améliorer. Au niveau du collectif des fiertés, mais aussi avec Transmission, quelles actions vous proposez et dans quel lieu aussi ? Est-ce que c'est dans les établissements scolaires ? Est-ce que vous allez à l'encontre du public ou à l'inverse ? Est-ce que vous accueillez le public pour des actions ? Alors nous, à Transmission, on fait les deux, c'est-à-dire que mensuellement, il y a un espace d'entretien individuel permanence pour lequel les gens peuvent venir pour prendre des renseignements s'ils sont en questionnement, ou des fois on a eu des parents qui leur enfant venait de leur annoncer, venait de le découvrir ou quoi que ce soit, et du coup venaient pour avoir un peu des réponses et trouver ce genre de choses. Après, nous avons 2 événements collectifs qui se font aussi, donc il y a un moment d'échange où le but c'est de parler de thématiques et de sujets de manière à ce que tout le monde, toutes les personnes qui viennent puissent partager leur expérience, ce qui aide parfois à avancer. Et justement, quand on a des questions et que des fois,
même avec des représentations, on a toujours des questions. Donc c'est vrai qu'avoir différents parcours de vie, puisque tous les parcours de transition, d'intersexuation et de non-binarité sont très différents, enfin en tout cas peuvent être très différents, du coup c'est très bien d'avoir ces moments d'échange. Donc en règle générale, on fait, ce sont les 2e samedis de chaque mois où on se réunit et on invite les gens qui seraient intéressés à apprendre un petit peu aussi, à se réunir là-dessus pour comprendre. Et on fait un goûter le dernier dimanche de chaque mois et le tout se passe au centre LGBT. C'était la question suivante, du coup, s'il y avait un lieu unique et précis. la question, si vous pouvez venir au goûter. Pourquoi pas? Ça dépend ce qu'il y a au Mais goûter. tout le monde est bienvenu. Le but, c'est aussi de pouvoir informer les gens. Le problème, c'est qu'il faut toujours des bénévoles pour aussi organiser les choses. Parce que nous, on intervient aussi, alors pas forcément au milieu scolaire, parce qu'il faut un agrément du rectorat pour pouvoir intervenir auprès de mineurs. Mais on peut intervenir auprès des professionnels de santé ou non. Je sais qu'on est intervenu l'année dernière à Dumont-d'Urville auprès des professeurs. On le refait cette année au Collège Cousteau pour justement leur donner les codes, leur donner un peu les cadres de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'elles peuvent faire justement pour des élèves qui seraient dans ces parcours-là ou qui auraient éventuellement des questions, savoir comment les orienter, mais surtout savoir comment bien les accueillir concrètement. Donc donc on essaie vraiment de faire les deux. Le problème, c'est qu'il faut toujours du monde. Et oui. Et on aimerait pouvoir proposer plus, mais il faut réussir à s'organiser, il faut réussir à faire tout ça. Et déjà, la personne qui dit que c'est ça, vous proposez. Oui, c'est ça. Et pendant longtemps, c'est des choses qu'on n'a pas pu avoir à disposition et que les enfants. Jay, tu avais une question? Oui, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur un terme qui est utilisé depuis le début. LGBTQIA+. Alors, on rajoute un P, même des fois, dans certaines définitions assez récentes. Je peux répondre? Voilà. Bien sûr, laisse la parole. C'est toi la spécialiste. Est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière? Parce qu'il y a à la fois des questions d'orientation sexuelle, je crois aussi de genre, et donc qu'est-ce que ça revêt tout ça? En fait, ça va englober un peu tout ça justement, comme le LGBTQIA+, c'est lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, et avec les A, vous avez un nombre assez grand parce qu'il y a asexuel, aromantique, agent aussi. Nous, moi j'ai appris allié aussi. Audrey m'a appris allié. Voilà. Donc en vrai, il y a un nombre de lettres à la suite, c'est pi. C'est vraiment donc ça va jusqu'à l'infini. Par exemple, le P, 14, c'est vraiment. Le P, par exemple, ça peut être panromantique, pansexuel, donc pan qui veut dire tout. Donc il y a un nombre assez infini d'identités qui vont se créer, mais que ce soit une identité de genre, une identité sexuelle, et parfois beaucoup plus inclusive, puisque par exemple, on va avoir les 2 S, qui est un truc très spécifique, par exemple amérindien, qui est le Two Spirit, où en fait, ils avaient déjà cette idée de non-binarité avec une personne qui avait entre guillemets les 2 genres, ou qui pouvait naviguer entre les deux. D'accord. Donc ça englobe beaucoup de choses. Non, d'Amérique. Non, parce que justement, les Indiens d'Amérique. Des Amérindiens. En Inde tout à fait, aussi, des Amérindiens. Là, ce sont les Ishra, je crois. Et il me semble que dans la tribu, c'était les personnes les plus encensées parce qu'elles avaient la capacité à comprendre les 2 sensibilités. Et historiquement, effectivement, les personnes trans ou non-binaires, nous on utilise ces termes maintenant, il y avait d'autres termes, Two Spirit, la communauté Ishra et tout ça, donc on remonte jusqu'à la Mésopotamie d'il y a 5000 ans pour avoir des personnes qui ne sont pas dans les genres établis des codes de la civilisation dans laquelle ils sont. Mais oui, très souvent, c'était un peu les sages, j'ai envie de dire les religieux, mais c'était encore très différent vu que c'était pas monothéisme, mais dans cette idée de prêtre, prêtresse, ce genre de choses, C'était très souvent le cas. Et queer, en anglais, ça veut dire qui n'entre pas dans la norme, un peu. Ça veut dire bizarre, étrange. Bizarre, étrange, voilà. Donc, pour en revenir à notre petite blague tout à l'heure, certains disent qu'on aurait pu mettre tout dans le tout le reste dans le cul. Voilà. Je vais la faire, t'inquiète s'il y a besoin. Je sais que tu l'attendais depuis tout à l'heure. Je ne l'attendais pas. Ne les lancez pas. Je ne tendais rien du tout d'ailleurs. Mais justement, à l'époque de Stonewall, par exemple, le terme queer était utilisé véritablement comme une insulte. C'était toutes les personnes qui sortaient de la norme, comme disait Elsa, étaient traitées de queer et c'était véritablement une insulte. Donc il y a une réappropriation de la communauté. Donc nous, très souvent, on va l'utiliser parce que ça permet d'éviter de répéter LGBTQIA+. On dit les personnes queer, ça englobe à peu près tout le monde. Sauf que du coup, comme il y a toute une histoire, il y a quand même un certain bagage idéologique, politique qui s'est passé derrière, tout le monde ne s'y identifie pas.
Donc c'est un peu une difficulté, mais bon, c'est vrai que ça permet de simplifier, de dire les personnes queer, en entendant toute la liste de l'alphabet peut y avoir. Et pour info, il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie au niveau des populations, et il y a quasiment 20% des jeunes aujourd'hui qui s'identifient comme queer, donc en dehors des codes de binarité hétéronormés, etc. Donc c'est parce que la population LGBT en général on dit 10-12%, mais sur les jeunes, les générations qui arrivent maintenant, c'est en train de dû au fait qu'ils ont une meilleure représentativité qu'ils peuvent voir, ou est-ce que c'est parce que ils se trouvent plus facilement vous avez une idée? Je pense que c'est les deux. Ouais, et puis de mémoire, c'est les deux, parce que je crois que j'avais lu une étude là-dessus, mais effectivement, le côté d'avoir une représentation permet aussi de se dire « Ah, ça me parle ». Bah oui. Et en même temps, on a réussi à avoir suffisamment d'avancées pour être dans un contexte dans lequel peut-être qu'ils vont pouvoir justement s'ouvrir plus facilement et se trouver plus facilement aussi. Et de poser des questions. Il y a une sensibilisation aujourd'hui qui se fait à l'école qui permet à des enfants, queer ou pas, de poser la question à leurs parents, tu vois, très ouvertement. Alors après, les parents... oui, et l'école, ça peut être assez... Pour le coup, l'anecdote à laquelle je pense, le parent avait du mal avec ça. Et moi, je lui avais dit, écoute, moi, je trouve ça génial que ton fils puisse te poser la question de savoir ce qu'il en est sur qui il a le droit d'aimer. Évolution. Ça veut dire qu'il est suffisamment en sécurité pour pouvoir poser ces questions-là aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Et de ne pas être rejeté et de se dire que c'est OK. Et effectivement, ça a été OK. Alors après, le discours en face était pas forcément OK, lui. Mais en tout cas, je trouvais ça chouette que les enfants puissent poser la question. Et quelque part aussi, c'est juste simplement aussi, il y a des jeunes maintenant qui ont ce rejet de la société binaire. Il faut savoir que, par exemple, le monsieur, madame sur les documents d'identité, c'est très récent. On croit que c'est ancré dans notre histoire, mais c'est quelque chose qui est très récent. C'est sous Napoléon, je crois. Non, des années 50, c'est revenu dans les années 50-60. Mais avant, il n'y avait pas d'inscription de genrée ou d'inscription sur les documents d'identité. Donc, je pense que c'est aussi un rejet dans cette communauté queer. Il n'y a pas forcément des gens qui ont une orientation sexuelle ou un genre ou qui sont non-binaires, etc. C'est aussi des jeunes alliés et qui veulent plus se reconnaître dans la société binaire en fait, actuelle. Okay. Donc, c'est pour ça que ça englobe un petit peu tous. Et je reviens juste sur le... Toi, tu veux pas qu'on coupe. Tu le vois de l'autre côté qui a fait plus. En plus, je suis la première quand on fait des émissions. C'est une vengeance. On y reviendra. Non, je voulais juste revenir sur le fait que les alliés, c'est très important pour nous à Toulon et c'est le collectif Fierté Toulon. On a vraiment fait ce choix d'avoir nos alliés avec nous parce que on est plus fort quand on est ensemble. Ça, c'était notre mot d'ordre de l'année dernière et qu'en plus, on a gagné quand on a les alliés qui défilent avec nous. Parce que si on reste enfermé dans notre communauté, évidemment que le message, il va passer. Mais si en plus, et à Toulon, notre marche, elle est super familiale, elle est super ouverte. Et on a plein de collectifs comme Bouillotte, justement, qui nous rejoignent et qui marchent avec nous. Et c'est là qu'on montre la force et la puissance, en fait, de l'égalité, de la fraternité, de la sororité, etc. La delphité. Okay. Oui, la delphité. Juste avant de se faire une petite pause musicale et de passer sur la deuxième partie sur la BD, j'avais une question par rapport en tout cas, tout à l'heure, vous nous avez parlé de certains événements. Alors, la Marche des Fiertés en fait partie. Il y en a d'autres qui sont prévus là, dans les moments à venir. Est-ce que vous voulez nous en citer quelques-uns ? Des projections, tu veux parler ? Pour rester dans la thématique de l'émission. Oui. Alors bon, déjà, il faut savoir qu'on a 15 jours à partir du 29, on a 15 jours d'événements qui sont organisés. Donc, c'est la quinzaine des fiertés. Il y a des événements tous les jours. Vous pouvez trouver le programme partout sur nos réseaux, sur les réseaux du collectif et des associations qui sont associées. On a des projections. Donc, on a une projection le 4 juin sur la place Dame Sibylle. C'était dur à dire, ça. Oui, place Dame Sibylle, le soir à partir de 20h. Et c'est un film documentaire qui s'appelle Nous les queers, nous les fiers, qui est sur la création d'un centre LGBT à La Réunion, avec toutes les complications et les difficultés que ça peut engendrer. Ensuite, on a une projection, a priori, Bière de la Rade, après le concert de la Reine Garçon. Donc là, peut-être tu peux nous en dire deux mots, Opal. Avant. Parce que sinon, tu vois plus. Non, après. Donc en fait, on a réussi à avoir. On avait été contacté par la Reine Garçon, donc il y a un groupe de musique principalement acoustique, voilà.
Et là, Chloé, l'une des artistes qui compose le groupe, est une personne trans. Et il y a une jeune réalisatrice qui a fait un court-métrage sur sa vie et sur son parcours. Et donc, elles font un peu, j'allais dire le tour de France, mais je sais qu'il me semble que là, ce mois-ci ou juste avant, elles étaient au Québec pour présenter ça. Où en fait, on fait une projection de ce court-métrage, il y a un concert et ensuite un temps d'échange. Donc, les places sont limitées, il y a 50 places. Faudra réserver. Ensuite, on a le 10 juin au Cinéma Le Royal, donc qui est le cinéma. C'est un de nos partenaires historiques, le Royal, le Liberté. Ils font toujours. On a une pièce aussi au Liberté d'ailleurs le 3 juin. Mais donc projection du film Pédale Rurale en association avec la Maison LGBT justement, qui est une toute jeune association de Toulon et qui aide, qui propose des solutions d'hébergement d'urgence pour les personnes LGBT. Pour les personnes LGBT, voilà. Et ensuite. On a au Port des Créateurs le 12 avec l'association Laboratoire Niofar une projection d'un film qui s'appelle The Stroll et qui parle du ballroom et voilà, donc qui est aussi en lien ballroom, c'est une pratique qui est en lien avec Stonewall et les premières révoltes et le fait que les personnes racisées LGBT n'étaient pas représentées et qu'elles ont voulu dans les concours de danse et donc elles ont créé ce mouvement, le ballroom. Voilà. C'est ça. Et en dehors de la caserne des fiertés, juste on en a parlé. On en a parlé vite fait, mais effectivement il y aura un événement à Charlemagne où il y a de nombreux artistes qui vont venir donc le samedi 20 juin pour justement présenter leur travail. Donc il y a des dessinateurs, il y a des créateurs, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être faites. Donc on a une dizaine d'artistes vraiment queer au moins du Var. Donc n'hésitez pas. Ok, parfait. Bon. On a un autre événement avec Charlemagne, mais comme ils vont nous tuer au moins. Juste après. Mais parce que c'est vraiment super et c'est en lien avec les livres. Et on a une opération avec Charlemagne pendant toute la quinzaine des fiertés. Il y aura des étals avec des livres LGBT et toutes les personnes pourront venir acheter un livre, le laisser en don et ça sera donné en don au centre LGBT pour créer une grande bibliothèque LGBT. Et donc voilà, si vous voulez aider, vous achetez un livre, vous le laissez en don et le 11 en fin d'après-midi, on fera la remise au centre LGBT. Super. Et on remercie Charlemagne pour toutes ces actions. Ils sont bien. Je transmettrai. Voilà, je les connais. Écoutez, on a fait, je pense, on a fait le tour. On a abordé pas mal le sujet. De toute façon, vous êtes vous aussi vos podcasts sur le site de la radio, comme tout pour nous. Vous avez donc les sites internet, j'imagine, pour pouvoir prendre des renseignements. Et de toute façon, on va y revenir. On va se faire une toute petite courte pause. Allez, juste histoire de la couper là, qui nous vient de Batwoman, c'est ça. Alors ça vient pas de Batwoman, mais j'ai utilisé un titre comme je le fais souvent. Tu sais que j'aime bien m'arranger. C'est un titre du groupe Architects qui s'appelle Elegy et en fait c'est le nom du tout premier arc de Batwoman qui est donc un personnage effectivement qui est l'esprit. Elegy pour une ombre. Allez, fais péter. I believe comics are a form of history that someone somewhere felt or experienced. Ça s'améliore, c'est fou. Vous êtes de retour dans la bande des comics. On est avec nos amis de la émission Les Durs à Cuire et on va se pencher maintenant sur la représentation LGBTQIA+ dans le 9e art. Alors, Jay, j'imagine que tu nous as fait une petite présentation, petits oignons. Bon, j'ai fait beaucoup plus court que d'habitude. On va pas faire toute l'historique parce que ça risque d'être très très long. Juste quelques dates importantes et notamment dans le milieu du comic, donc du comic book américain. Notamment la fin de l'interdiction en fait d'intégrer des personnages homosexuels dans les comics. C'est 1989. Ça avait été instauré par le Comics Code Authority dans les années 50 et donc voilà, c'est la fin d'une forme de censure et donc il y a des personnages finalement qui étaient identifiés en tout cas comme homosexuels qui vont pouvoir le révéler à ce moment-là et notamment il y a des personnages dans l'univers Marvel avec certains mutants, le personnage notamment de North Star qui est Vega en version française et qui va d'ailleurs se marier en 2012 dans Astonishing X-Men numéro 51 avec un homme. Donc ça va être une étape importante là aussi dans les comics et dans la
la BD d'une manière générale. Ça va être suivi dans les années suivantes, et notamment en 2020, par d'autres personnages de l'univers Marvel, qui vont passer d'ailleurs qui vont être portés en tout cas par la presse internationale. Notamment, il y a un petit épisode assez incroyable sur le Brésil, notamment où pendant la foire du livre de Rio de Janeiro, en fait, le maire avait demandé à censurer la couverture sur laquelle on voyait les deux personnages qui se mariaient. Et voilà, il a été débouté par la législation là-bas. Alors on sait que le Brésil, ça a été compliqué pendant pas mal de temps. Ouais, c'est pas le plus fun le Brésil pour ça. Voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que suite à tous ces événements, en fait, on va avoir un éditeur qui est l'éditeur DC, qui est l'éditeur historique, un des premiers gros éditeurs de comics mainstream, donc comics américains, qui va sortir à partir de 2021, chaque année au mois de juin, un numéro donc qui est destiné vraiment à promouvoir et en tout cas à rendre visible les personnes LGBTQIA+, avec un comics qui va s'appeler DC Pride, et dans lequel on va revenir en fait à chaque fois avec les différents personnages et différentes itérations qu'on va pouvoir trouver. Alors chez DC, il y en a toujours eu depuis assez longtemps en tout cas. Midnighter Apollo dans The Authority, Batwoman, on en parlait tout à l'heure, dans l'univers Green Lantern également avec Joe Mullin, Harley Quinn, Poison Ivy, enfin il y en a vraiment tout un tas. Et voilà, moi ma question pour pouvoir lancer un petit peu cet échange qu'on va avoir entre nous, c'était est-ce qu'il y a des personnages, des histoires ou des auteurisses qui vous ont marqué par rapport à cette cause LGBTQIA+, dans la bande dessinée ou dans ses adaptations? Qui commence? Audrey. Allez, je me lance. Ouais. Alors, pour le coup, moi, il y a eu la BD dessinée par Jules Marot, qui est Le bleu est une couleur chaude, que la majorité des personnes connaissent avec un film qui s'appelle La vie d'Adèle, qui pour moi n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'est la BD. Parce que la BD est très profonde, très tendre, très sensible. C'est vraiment une très très belle histoire. Et ce qui est rendu en images très sexualisé, qui potentiellement peut même être assez trash, je trouve, par rapport à la BD, qui, elle, démontre une histoire d'amour, une rencontre, une personne qui se découvre, et aussi une histoire d'amour qui va se vivre au travers de la maladie, et qui est pas du tout abordé dans le film, enfin en tout cas de très loin, et le film n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'est la BD. Et pour faire par une femme, l'autre par un homme. Ben, complètement. Et le parallèle pour le coup avec Jules Marot et les comics, c'est que en 2021, il a participé au dessin d'un comics, voilà, avec un personnage gay. Ok. D'autres personnages ou histoires à nous partager? Moi ça a été plutôt le passage où on est passé... quand j'étais jeune, je regardais des films LGBT, mais qui étaient des films spécialement LGBT et créés pour un public LGBT. Et il y a eu un moment en fait, où le cinéma a osé mettre des héros queer ou LGBT. Et c'est ces premiers films-là, comme Brokeback Mountain, comme Call Me By Your Name, qui ont été des films grand public qui ont mis en scène des personnages et des romances LGBT. C'est plutôt ces films-là qui m'ont marqué. Qui au final sont relativement récents. Oui, qui sont... Il y avait aussi Harvey Milk, je crois, avec Sean Penn, qui était un film historique. Dans la bande dessinée, moi du coup dans les manhwas, je trouve qu'il y a une plus grande liberté à l'heure actuelle, mais en même temps c'est assez récent qu'on puisse avoir accès. Oui, c'est ça, la bande dessinée coréenne, principalement numérique, d'ailleurs faite vraiment pour être lue en webtoon en scroll infini. C'est ça. Où je sais que j'avais lu, c'était Curse Princess Club, qui incluait ce genre de thématique, mais sans en faire le centre de l'histoire. C'est juste, dans le monde il y a ça, donc il y a des personnages où on découvre que les romances se font, et en fait on se pose pas une seule question. Après, en termes de film, j'avoue que moi, c'était I Love You, Philip Morris. D'accord. Ouais. Qui est du coup très très drôle avec Jim Carrey et Ewan McGregor. Oui, voilà, ouais. Où il joue un arnaqueur de ouf. Et il me semble qu'en plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Il me semble aussi, oui. Il me semble. Et on me confirme derrière. Moi, j'avais une question. On parle souvent de Wonder Woman comme étant la représentation. Pour vous, Wonder Woman, c'est quoi par rapport à cette thématique?
Parce que selon comment on les aborde, selon à quelle époque, selon... Il y a des yeux qui se sont levés. Oui, c'est pour ça. Moi, c'est perso, pour ça, j'ai grandi. sais Je pense qu'on a toutes grandi avec Wonder Woman. Pour moi, c'était... j'étais vraiment devant la télé en train de regarder la série et je trouvais ça hyper fort parce que c'était une femme libre qui se battait pour la justice et qu'on avait peu de représentation en tant que petite fille de femme aussi forte. Donc, c'était assez empouvoirant. Et pour le coup... Dans l'histoire, mais du coup, j'avais gardé ça pour la chronique sur l'autre émission. Garde-en sous le coude, t'as encore deux collègues à côté. Et c'est hyper féministe. C'est un personnage bisexuel à la base aussi, Wonder Woman, pour le coup. Ça s'est perdu avec l'histoire. Et effectivement, ça a été un problème aussi au niveau de la censure dans les années 50. Mais moi, Wonder Woman, pour moi, c'est on y reviendra un grand personnage. Mais je trouve ça tellement dommage que les scénaristes, alors actuels, plus ou moins actuels, aient détourné, si tu veux, Wonder Woman, ce qu'elle était, ce qu'elle représentait. C'est une femme qui vit pendant 3000 ans sur Themyscira, entourée de femmes. Et je trouve, c'est un avis très personnel, mais de la faire à tomber amoureuse du premier aviateur qu'elle croise, je trouve que c'est une imbécilité sans nom. Et je trouve que, je sais pas si tu avais lu Wonder Woman Terre 1 de Geoff Jones, et en fait tu te dis, mais Grant Morrison, tu te dis, mais en fait, non quoi. Enfin, tout le monde, le personnage te dit d'aller dans une direction. Enfin, vas-y, assume-le, tu vois. Enfin, c'est pas non plus dramatique. Surtout qu'elle est entourée de collègues humaines, tu vois. Et puis l'auteur on te rassure, c'est pas dramatique. L'origine, l'auteur, c'était un vrai féministe pour le coup. Son but, c'était vraiment de permettre aux petites filles de prendre le pouvoir et de se rendre compte que elles étaient autant légitimes et aussi fortes que les hommes à une époque où ça se disait pas et ça ne se faisait pas. Et quand il est mort, du coup, le message a été perdu aussi sur ce côté très féministe, puisque sa femme était co-autrice avec lui et qu'elle n'a pas du tout été prise sur la suite du projet et ça a été donné à une autre personne, à un autre homme, bizarrement, qui lui était beaucoup moins féministe et le message s'est perdu pour revenir après. Dans quelque chose de... Après, c'est revenu, dans l'histoire puisque c'est l'ONU qui l'a pris comme personnage en 2016. Comme emblème, tout à fait. Par contre, ça peut interroger. Par contre, on en a parlé tout à l'heure, sur la représentativité. Ça interroge sur la représentativité des femmes déjà dans les rôles essentiels du cinéma. Je veux dire, si on se pose 5 minutes et qu'on regarde les super-héros, si on fait un calcul... il y a vraiment une interrogation à se poser et quelque chose aussi à changer dans cette façon de voir, d'écrire les histoires, etc. Mais bon, la société patriarcale, on sait qu'il y a encore du travail. Et dans le cinéma, dans les BD, dans tout... Alors c'est vrai que dans le monde du... Pardon, dans les Schtroumpfs, il y a une Schtroumpfette et dans Astérix et Obélix, il y a les femmes qui font la... Avec un petit chien. Il y a les femmes qui font la cuisine dans le village, quoi. Enfin, je veux dire... Oui, c'est une représentation. À un moment, il faudra que quand même cette société évolue. Il faut se dire les choses. Chaque chose en son temps. Mais, oui, mais on est là pour ça, pour la faire évoluer. Mais rien n'évolue en demandant s'il vous plaît. Ah non. Ça dépend si... Non, jamais. Si c'est après le coup dans les rotules, ça marche bien. Oui. Mais j'ai l'impression que... Alors peut-être ça c'est mes collègues qui ont un peu plus de connaissances là-dessus, mais que le Wonder Woman, maintenant, on a pris Harley Quinn pour devenir cette image de représentation. Encore une fois, si tu veux, dernièrement, tu as une relation lesbienne entre Harley Quinn et Poison Ivy qui a été initiée, mais encore une fois, alors j'ai pas lu toutes les... pour moi, elle est établie. Elle est établie, mais je pense qu'elle est... J'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment affirmée et vraiment poussée. J'ai l'impression que c'est plus une espèce de running gag. Tu vois, on a dégagé le Joker, du coup, faut bien faire un truc d'Harley Quinn, mais je trouve que c'est un peu dommage. La série animée l'a bien installée. Ah d'accord, ok. Et pour le coup, quand on voit le dernier film de Joker avec Lady Gaga, je veux dire... je sais pas, moi je me cachais les yeux tout le temps pendant la séance. C'est un film qui est terrible. Enfin, moi j'ai pas du tout... Terrible, c'est le mot terrible. C'est terrible, mais en plus, la femme, Harley Quinn, la place qui lui est donnée, elle est encore plus terrible, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une place...
rabaissante, enfin pour une femme qui est là, qui est tombée amoureuse de l'idée d'un Joker. Enfin, on n'est plus du tout dans une représentation. Qui se sacrifie littéralement. Complètement, oui. Parce qu'en personnage, dernière peut-être question, non? Dernière question rapide. Ouais, voilà, parce qu'en personnage, si vous devez prendre donc un personnage référence à l'heure actuelle dans les récents, parce que donc on parle d'Harley Quinn qui est mise en place avec sa relation homosexuelle, Deadpool, on a fait tout un truc sur le pansexuel personnage Deadpool. Est-ce que vous trouvez que ça évolue ou est-ce que on est sur du côté esthétique? Concrètement, par rapport à justement ce qui était dit sur le fait, est-ce que ça fait pas genre pour venir combler des vides? En même temps, on a enfin de la représentation et des fois c'est un peu trop appuyé, des fois justement pas assez, c'est en demi-teinte et ça dépend souvent les auteurs qui vont être derrière. Parce que quand il y a quelqu'un qui est concerné qui va commencer à faire, bizarrement, le sujet est pris au sérieux ou justement est mis entre guillemets en second plan en disant non, c'est normal, on s'en fout. C'est juste un paramètre secondaire, un trait de personnalité du personnage et on le met de côté. Donc ça a cet avantage de pouvoir justement ouvrir un peu au monde et éventuellement de pouvoir connecter des points un peu. Mais en même temps, ça dépend qui le fait et dans quel contexte. Quand on voit que dans les studios Disney, par exemple, quand il y a eu l'arrivée de Trump, ils sont revenus sur les politiques d'inclusion et d'inclusivité des personnages, etc. Franchement, il y a encore du boulot. Alors que la Reine des Neiges, elle est lesbienne. Hein. Spoiler alert. J'ai vu le deux. Je suis désolé. Opal, qu'as-tu fait avec la Reine des Neiges? Parce que nous, on n'était pas au courant. Moi, je crois que c'était l'autre avec sa carotte. Bref. Et c'est pas parce qu'elle s'appelle Elsa, s'il vous plaît. Voilà, c'est avant qu'elle trouve. Quand elle se cherchait, elle était. C'est vrai qu'elle s'appelle. Avec le truc. J'avais oublié. N'importe quoi. Bon, malheureusement, c'est déjà trop court. Mais on va passer. À une nouvelle pause vite fait ou Ah non, c'est le quiz. Non, c'est le quiz carrément. Mais oui, j'avais jingle, c'est pour ça, j'étais en dessous. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, petit quiz très rapide, forcément. On va le faire sur 2-3 questions, je pense, histoire de. On répond vite. Alors, c'est chacun pour sa peau. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est des petites questions pour s'amuser un peu. Quel super-héros a donné des sueurs froides aux conservateurs américains, dont la chaîne Fox News, lors de l'annonce de sa bisexualité en 2021? C'est pas Superboy. C'est le fils de Superman. Batman. Ah non, c'est Jonathan Kent. C'est John Kent et c'est Superman. À ce moment-là, il était Superman en fait. Il était Superman. Et oui, c'est dans le récit. Un demi-point pour Oui, tout à fait. Effectivement, dans le récit de Tom Taylor, et oui, ça a fait beaucoup de bruit. Les auteurs ont dû être protégés d'ailleurs, avoir un service de sécurité parce que ça commence à être compliqué même chez l'éditeur. Chose assez incroyable. Compliqué, mais bon. Exactement. Quel objet utilise Bianca pour se travestir et découvrir ainsi que son futur époux est en réalité homosexuel dans la BD éponyme de Zim et Hubert? Une Podum. Ça vous parle ça? Podum, c'est pas la BD Podum? Pas du tout. Extraordinaire. On vous enverra un lien. C'est vraiment chouette. Vraiment très bien. Absolument génial. Quelles autrices américaines sont à l'origine d'un test visant à mesurer la sous-représentation des personnages féminins dans les œuvres de fiction? Le test de Bechdel. Eh oui, bravo, bien joué. Alors, dans quel pays Marley, correspondante numérique de Colline dans le roman graphique La fille dans l'écran de Lou Luby et Manon Desvaux? Dans quel pays vit Marley? Moi, je crois que je le sais. Excellente question. Merci de l'avoir posée. La fille dans l'écran, je sais pas si vous connaissez aussi de Lou Luby, assez incroyable, avec 2 dessinatrices. Tu penses que tu sais? Ouais, parce que je l'ai lu. C'est au Canada, non? C'est au Canada, tout à fait. Super BD d'ailleurs, avec un très très joli concept. Très bien BD. Ouais. Quel personnage de l'univers de Walking Dead créé dans les jeux Telltale a eu sa propre série de comics par Tilly Walden? Norman, Non. C'est un personnage bisexuel. Ah oui, c'est vrai. C'est un nom de fruit? C'est un nom de fruit. Oh, mais on peut pas. Il n'y a pas de compétition là. Non, vraiment aucune. Pour le coup, je regarde pas ce genre de série. C'est Clémentine, tout à fait. Allez, une petite dernière pour la route. On va rester dans l'univers des comics avec dans la mini-série de comics Black Panther World of Wakanda. On va avoir une mise en scène d'une relation entre Ayo et Aneka, membres d'un groupe d'élite de femmes guerrières servant la garde royale. Comment s'appelle cette équipe? Dora, quelque chose.
Dora mi Dora mi, c'est la Dora mi, do ré mi. Dora mi Dora, molette, mi, mais, fa, sol. Ouais, non, on l'a pas. C'est les Dora Milaje. Voilà. Allez, c'était la J qui me le point manquait. là, il est Ouais, j'arrive au 3 Ah quarts. ouais. Voilà. On va Bon, bravo. Bon, on va s'arrêter ici Ouais. pour le quiz. Bah, on se rend compte Voilà. quand même qu'il y a quand même des personnages et cette représentativité qui se fait au fur et à mesure, mais qu'on les connaît pas tous. Tout à fait. Bravo à vous toutes et tous. En même temps, il y a En tout beaucoup cas, trop de c'est- choses à c'est lire et à voir. C'est ça. Et ben c'est à ça qu'on C'est sert. tentaculaire. Oui, Voilà. bien sûr. C'est à ça Faut qu'on sert, orienter. c'est à ça que vous servez aussi. Donc voilà. On rappelle votre émission diffusée donc. Le 3e et 4e mercredi du mois de 18h30 à 19h30. Voilà, quand vous êtes en pleine forme, en direct. etc. Bien sûr. Bien sûr. À chaque fois, Toujours en pleine forme. détendu. Détendu. Audrey, elle lutte contre le sommeil, mais sinon ça va. On vous remercie d'être venu faire ce crossover, comme nous on appelle ça. Ça nous a fait très plaisir. On aurait pu Plaisir en parler partagé. encore Oui, pendant merci. longtemps. Merci de nous avoir D'ailleurs, invités, c'était super. on a prévu de vous kidnapper pour l'émission de la prochaine Elles sont fois. quand même nombreuses là. Moi, quand ils sont seuls, ça va, mais là, elles sont 3. Donc, Ah, mais moi, c'est je pour reste ça ici qu'il est avec passé de G. l'autre côté. Oui, voilà. débrouille-toi. Ouais, non, mais moi je suis bien là. On peut dire aussi qu'on a 2 spectatrices sur le canapé C'est en ça. plus. On a Mais vraiment qui seront de notre entendu. côté en plus. Hein, C'est donc, pour ça, donc, il a vraiment la tâche difficile. Hervé. Ouais, mais Courage, bon. collègue. Et je te rappelle que dans la loi des séries, je suis seul mec. C'est vrai. Donc voilà. Merci à vous. On mettra les liens nous sur nos réseaux. Vous pouvez écouter nos podcasts de notre émission sur radio-active.net. On est aussi sur les différents podcasts et sur YouTube si vous voulez voir nos physiques de radio. C'est l'occasion. ça donne une définition inquiétante. Ouais, non, mais les gens sont inquiets. Oui, bah. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous regardent là-dessus. Messieurs, de l'autre côté, je suis désolé, je lance, voilà. C'est maintenant. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la prochaine. Merci, ciao. Merci à vous. Merci. Ciao. Merci, bon week-end à tous.